Bonjour à tous, bienvenue sur Afro-Pertinent. Kémy Seba, bonjour. Bonjour Nadège. Tous les regards sont tournés depuis quelques jours vers le Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Le président du Mali a officiellement annoncé sa démission et la dissolution du Parlement à la télévision. Kémy Seba, dites-nous, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement au Mali? Il y a tellement de choses à dire, ma chère sœur. Tellement de choses à dire. Et je pense, si les téléspectateurs le permettent, on le fait toujours de manière générale, faire un petit rappel historique. Mais au-delà de ça, j'aurai un certain nombre de données spécifiques à rappeler, parce que je suis, comme c'est le cas de tous les pays africains de manière générale, en panafricaniste convaincu que je suis, mais pour ce qui est du Mali, je suis encore plus lié personnellement à un certain nombre de situations qui prévalent dans cette nation, la digne nation du regretté Modibo Keïta. Le Mali, parce qu'on entend des cris d'orfraie un peu partout, de gens qui nous parlent « Oh, le pauvre Ibeka, coup d'État, le refus de la démocratie, etc. » Il est important quand même de rappeler ce qu'a été Ibeka à la tête du Mali. Un président qui était censé protéger le pays, mais qui, plutôt que d'être un parapluie qui protège la nation des intempéries, a été quelque part un gruyère, un fromage troué, d'accord, c'est la définition du gruyère, qui laissait toute attaque exogène passer à l'intérieur du Mali. On a été, avec Ibeka, dans une période où on a eu un président qui a été le plus grand agent. Non, le plus grand agent, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Il y a toujours des clubs qui sont les plus forts, mais à la fin, il y en a toujours un qui est meilleur. À l'heure actuelle, dans la corruption, dans la soumission aux intérêts français, clairement, Alassane Dramane Ouattara est le premier. Après lui, si on doit faire un classement de cette Champions League, de la corruption et de la soumission à la France, Macky Sall est en haut du classement aussi. Quoique Sassou Nguesso, on peut toujours s'interroger. Mais clairement, en troisième, Ibeka a fait partie des champions. J'en oublie d'autres parce qu'ils sont tellement nombreux dans ce championnat qu'on ne pourrait pas tous les citer. On les citera peut-être au cours de l'émission. Ibeka a tout fait pour que l'armée française se sente plus à l'aise au Mali que l'armée malienne elle-même, que la population malienne elle-même. Il faut qu'on puisse le dire. L'armée malienne est l'une des armées les plus dignes que le continent africain puisse compter aujourd'hui. Elle fait face aux, comment dirais-je, aux œufs cassés que l'impérialisme occidental a effectués en détruisant la Libye. L'armée malienne résiste de manière digne. Donc quand on entend des cris d'orfraie de gens qui vous disent « Oh, coup d'État, oh, le pauvre Ibeka, etc. » il faut rappeler ce qu'a été Ibeka pour le Mali. Et à titre personnel, je peux encore plus en parler. Parce que l'année dernière, j'ai été arrêté sur ordre donc, du président Ibeka, d'accord, à mon arrivée à l'aéroport de Bamako, pour la simple et unique raison que je devais organiser une manifestation contre le néocolonialisme français, néocolonialisme sponsor et partenaire du cher Ibeka, d'accord. Il m'avait arrêté au motif que j'étais une personnalité politique, selon eux, jugée dangereuse pour l'ordre public. Alors l'ordre public, il faut toujours comprendre, quand on parle d'ordre public, on ne parle pas d'ordre public africain, mais d'ordre public de la France-Afrique. Qu'est-ce qui est dangereux pour ses intérêts? On m'avait relâché après un interrogatoire par des forces qui étaient aux ordres, bien évidemment, des autorités maliennes. Elles ne se sont pas cachées, d'accord, et in extenso des autorités françaises, au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de matière pour me garder et qu'il y avait un certain nombre de gens qui m'attendaient dehors, devant l'aéroport, et qu'il était donc compliqué de me garder de cette façon. Première arrestation. La deuxième, cette année, j'ai été arrêté ici à l'aéroport de Cotonou. On m'a empêché de prendre l'avion au motif que les autorités maliennes avaient dit que si je venais, j'allais créer des troubles à l'ordre public parce que mes discours anticolonialistes troublés étaient dangereux pour la sécurité malienne, donc la sécurité france-africaine au Mali. Donc, il y a un proverbe qui dit « Chacun son tour chez le coiffeur ». Comme vous le voyez, je suis rasé au laser. Je pense que ça va être prochainement le tour de notre cher ami Ibeka. Et peut-être, on l'espère aussi, de son fils Karim Keïta, qui est un symbole de la corruption. Il est rentré d'ailleurs, avant d'entrer en politique, il était très fin, il était très élégant. Et puis quand il est arrivé en politique, il a quadruplé de volume. Je pense que l'excès de nourriture, de bonne nourriture africaine, grâce à l'argent détourné des caisses de l'État, ça n'aide pas pour qu'on arrive à une situation d'équilibre. Ça, j'avais besoin, il était important que je puisse le préciser d'emblée. Maintenant, revenons au coup d'État. On a donc du côté du camp de Kati, ce que la communauté internationale a appelé une mutinerie, ce que moi j'appellerais de manière plus noble une insurrection, de militaires
qui ont décidé qu'à un moment donné, il fallait dire stop par rapport à la dérive dans laquelle nous étions. Parce que ça grognait trop. Ça grognait trop, et il faut qu'on puisse préciser encore une fois des choses. Certains ont dit qu'on ne fait pas des coups d'État au XXIe siècle. Dans des démocraties, on ne peut pas faire ça. On doit attendre des élections, etc., etc., etc. Très bien. Mais on va prendre la parabole du camion ou du bus. Quand vous rentrez dans le bus, vous payez un ticket. Il y a un conducteur qui est nommé pour conduire le bus. Le rôle du conducteur, ma chère Nadège, et je pense que tout le monde sera d'accord avec cette situation, c'est de nous conduire à destination. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais si maintenant le conducteur, je prends on va dire un trajet au hasard de Bamako à Cotonou ou de Bamako à Dakar, si le conducteur sur le trajet fait 5, 6, 7 accidents, qui laisse rentrer des gens à l'intérieur du bus, qui dépouillent tous les passagers en échange d'argent, etc., etc. Et à un moment donné, tous les passagers vont dire au conducteur, on est rentré dans ce bus parce que tu avais comme contrat de nous emmener à destination. Mais si on fait 4, 5 accidents, que tu laisses des gens nous dépouiller, nous menacer à l'intérieur du bus, que tu fais des arrêts pour que des voleurs organisés viennent nous dépouiller, à un moment donné, tous les passagers vont se lever et même ceux qui ne savent pas conduire vont attraper le col du conducteur et lui dire « la sortie c'est ici ». Et c'est comme ça que ça se passe. Non pas que j'encourage cela, mais quand le conducteur est suicidaire et pousse le bus au suicide de manière générale, à la mort, la condition la plus extrême, c'est que certaines personnes doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter le massacre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un accident en voiture ou en bus, ma chère sœur, je peux vous assurer que ceux qui en ont déjà fait, quand vous n'êtes pas le conducteur, que vous êtes passager, que vous voyez une personne qui fait un accident une fois, puis 2 fois, vous allez lui dire, bon, on arrête de conduire. On va te remplacer. C'est la moindre des choses. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et donc, précisons que ces militaires ne sont pas des petits plaisantins. Ce sont des militaires d'élite, haut gradés. D'accord. Et donc, je vais en citer quelques-uns qui sont très symboliques. Assimi Goïta, qui est donc celui considéré comme le cerveau de cette équipe, de ce que la communauté internationale appelle la junte militaire, mais que moi j'appellerais des résistants qui ont décidé de ne plus laisser le bus partir systématiquement dans le ravin. D'accord. Assimi Goïta, qui est donc membre des forces spéciales, qui a eu beaucoup de travail ces dernières années par rapport à toutes les pénétrations, entre guillemets, exogènes sur le territoire malien, toutes les forces sécessionnistes de l'un d'un côté et toutes les milices qui pouvaient être engagées par des forces extérieures. C'est un homme à qui l'Afrique doit le respect. Attendons de voir ce qu'il va faire, mais sur son passif, on doit être objectif et un travail comment dirais-je, concret qui a été effectué. Il était accompagné de plusieurs militaires, notamment un certain donc Malik Diao, d'accord, et Sadio Camara. Ces 2 derniers colonels, eux aussi des hauts gradés, ont fait un voyage récemment en Russie. Alors, on n'est pas en train de tirer des conclusions en disant est-ce que la Russie, comment dirais-je, est en train, à travers ses militaires, d'effectuer quelque part le remplacement des forces françaises par autre chose. On ne dit pas ça, d'autant plus que ce groupe militaire qui est aujourd'hui donc le Comité national pour le salut du peuple, a précisé qu'il maintenait, et ça c'est quelque chose qui nous a peut-être un peu plus inquiété et un peu moins rassuré, qu'il maintenait les liens avec toutes les forces militaires en présence, d'accord, là où beaucoup auraient espéré que c'était le moment de dire aux forces coloniales de l'armée française, c'est le moment de partir, on va vous remplacer par d'autres. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Certains vous diront qu'ils ont effectué cette déclaration pour apaiser les tensions, parce que la communauté internationale, on va le revoir tout à l'heure, est déchaînée, d'accord, vis-à-vis de ce coup d'État. Ils sont venus donc cueillir ce 18 août le président Ibeka, son premier ministre, d'accord, et un certain nombre d'autres membres du staff du président de la République, de l'ancien président de la République. Et dans la soirée, Ibeka, qui n'était pas encore coiffé, a annoncé sous la contrainte sa démission. Et ça a été, il faut le préciser, c'est une action qui a été applaudie par une immense majorité de Maliens et d'Africains. Et d'Africains. Parce que on est à une période aujourd'hui où, sur le continent, et quand on parle de l'UA, généralement les gens pensent que l'UA c'est les initiales de l'Union africaine. Moi je dis que c'est l'union des autocrates, de personnes qui sont souvent auto-élus ou mal élus et qui prennent le contrôle de leur État, d'accord? Et c'est un club de dictateurs. C'est la Champions League de la dictature, l'Union africaine aujourd'hui. Et les populations sont fatiguées
de ces malgouvernances endémiques, systématiques. On peut toujours se plaindre de l'oligarchie occidentale, et je le fais de manière continue. Mais on ne peut pas se plaindre de l'oligarchie occidentale sans être dans une démarche d'avoir une analyse critique aussi vis-à-vis de la face intérieure de cette oligarchie occidentale, que sont ces valets à la tête de nos États, dont Ibeka était l'un des plus beaux représentants. Et donc, ce qui s'est passé avec Ibeka, quelque part, disons les choses telles qu'elles sont, suscite de l'espérance, c'est beaucoup d'autres populations à l'intérieur d'autres nations du continent africain. Alors le coup d'État consommé, la réaction de la communauté internationale qui s'insurge justement contre ce coup d'État. On a vu l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU également qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement au Mali. Pourquoi la communauté internationale s'insurge maintenant? Alors ce qui m'a fait beaucoup sourire, on a la CEDEAO qui a condamné sans équivoque le coup d'État qui est une mesure selon la CEDEAO antidémocratique. Alors, et une violation de la Constitution, etc., etc. J'ai beaucoup souri. Et cet argument, on va devoir le reprendre pour les différentes hautes sections de la prétendue dite communauté internationale. Parce que la CEDEAO a condamné, mais quand Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat, la CEDEAO ne condamne pas. La CEDEAO se tait. Pourquoi? Est-ce que c'est licite de violer la Constitution pour un cas précis et pour les autres, c'est comment dirais-je, illicite? Il faut qu'on sache sur quel pied danser. On a l'impression que quand ça arrange la communauté internationale, là, on ferme les yeux sur la violation de la Constitution. Mais quand ça n'arrange pas la communauté internationale, là, tout le monde commence à faire son bon élève de la démocratie. Alors que c'est cette même communauté internationale, pleine d'hypocrisie, qui a contribué à détruire la Libye. Il faut qu'on fasse preuve d'un minimum d'intelligence politique et d'intelligence et de sens critique. Si on ne va pas dans cette direction-là, on ne pourra pas avancer. Donc la CEDEAO a condamné, mais la même CEDEAO qui condamne ce coup d'État. Et on comprend pourquoi, puisqu'on sait que bon nombre de membres de cette CEDEAO sont des agents influents de la France-Afrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Emmanuel Macron, qui lui aussi m'a beaucoup fait sourire, mais bon, on sait ses dons de comédien depuis un certain nombre de temps, d'accord, Emmanuel Macron a déclaré, et les autorités françaises ont déclaré qu'elles se joignaient aux condamnations de la CEDEAO vis-à-vis du coup d'État au Mali, et qu'ils exigeaient la libération de leur agent Ibeka. Et enfin, ils n'ont pas dit agent, mais nous on peut le dire parce qu'on sait que c'était un agent bien évidemment des intérêts français. Mais il est intéressant de souligner que ce même Emmanuel Macron qui condamne et qui a précisé quelque chose qui était sublime en termes d'humour, il a dit que on ne peut pas lutter contre le terrorisme et bafouer à ce point la démocratie. Alors Emmanuel, je te pose une question en te regardant droit dans les yeux, on a quasiment le même âge, mais on n'est pas du même bord, par la grâce de Dieu. Toi, tu es un outil du capitalisme le plus brutal, et nous, nous sommes des amis des peuples. Mais on vous pose une question, mon cher Emmanuel. Comment se fait-il que quand Alassane Dramane Ouattara viole la Constitution, tu la boucles, d'accord? Tu la boucles, parce que ça va dans le sens de tes intérêts, mais quand ici, des gens portés par le peuple, parce que ces militaires sont portés par le peuple, décident de dire stop à ce crime d'Ibeka, à cette gestion catastrophique, cataclysmique, apocalyptique d'Ibeka, tu dis que c'est un scandale démocratique qu'il ait été arrêté. Vous ne nous faites vraiment rien. Il faut que vous sachiez que, en tout cas on le dit dans cette émission, parce que sur Vox Africa, dans l'émission Afro-Pertinent, on peut dire les choses que vous n'entendrez dans aucune autre émission. Soyez clairs sur une chose, la population africaine en a marre de voir ses droits et ses aspirations bafoués quotidiennement. Il faut que ce soit clair sur cette situation. Donc la CEDEAO, la France s'est plaint. La CEDEAO a sanctionné le Mali en disant qu'ils étaient exclus temporairement de la CEDEAO. Ils ont appelé à la libération immédiate d'Ibeka. On n'est pas pressé, il faut qu'ils puissent se coiffer comme nous, on a été coiffés lors de l'arrestation. D'accord? Et par la suite, un certain nombre de dirigeants qui sont très inquiets. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de la CEDEAO, ce qui s'est passé avec Ibeka peut se reproduire avec eux aussi. Donc ils sont dans le concours de l'excès de condamnation en disant qu'il ne faut jamais que ça se reproduise. C'est ce qu'ils veulent. Mais ce qui s'est passé partout dans le monde finira par se passer aussi ici en Afrique. Parce que les Africains ne peuvent pas, ad vitam aeternam, subir, voir des dirigeants qui se gavent sur le dos du peuple, qui nous volent, qui nous pillent, qui nous privent de notre démocratie, qui nous privent de nos aspirations, sans que, à un moment donné, le retour de boomerang puisse s'opérer. Donc la CEDEAO, la France ont condamné, mais le peuple est en train de rigoler
parce que je vous le dis et je le précise avec la plus grande intensité, il arrive un moment où les prétendus puissants vont se rappeler que les seuls puissants sur Terre, c'est les peuples. Vous faites bien de le dire, Camille Seba, si on en est arrivé là, c'est parce qu'à un moment donné, la CEDEAO a manqué de jouer son rôle. Elle a manqué complètement de jouer son rôle, elle a été spectatrice. Déjà, précisons une chose quand même qui est importante d'être soulignée. Si on était, et on peut de la CEDEAO extrapoler à l'Union africaine, si on était avec des institutions qui étaient dans la direction voulue par les pères fondateurs du panafricanisme en tant que tel, et les pères fondateurs même de l'OUA, on ne se retrouverait pas dans une situation où ces organismes seraient archi-dépendants des devises ou du moins des deniers étrangers. Il y a un problème de fond. Les membres de la CEDEAO, dans leur immense majorité, sont des entités qui dépendent des intérêts non seulement français, mais occidentaux de manière générale. Et donc, il n'y a pas eu d'assistance à personne en danger parce que le Mali, aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un laboratoire géostratégique, d'accord, des intérêts, des forces exogènes. Et avec toutes les richesses qu'il y a au Mali, on dit que le Mali est un pays pauvre. Je suis désolé de vous dire que le Mali aujourd'hui est l'une des nations les plus riches de la planète. Simplement, les ressources. Il faut aussi savoir une chose, c'est que parfois nos pays regorgent de ressources, de richesses qui font fantasmer les nations dites capitalistes occidentales, etc. etc. Pour nous, certains cailloux, certains minéraux ne sont pas des minéraux qui nous rendent complètement fous. On a d'autres peut-être choses dans notre ontologie qui provoquent notre joie, qui provoquent une envie du dépassement. Pas forcément ces minéraux, mais ces minéraux, ces matériaux sont l'objet de fantasmes absolus de l'Occident, du Moyen-Orient, de la Russie, qui se présente comme, même si je le dis clairement, hein, je pense que la Russie est un contrepoids intéressant vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, mais qu'on ne se trompe pas, et je suis le premier à le dire en connaissant la Russie de l'intérieur, la Russie ne sera jamais un allié définitif des Africains, qu'on soit clair. C'est un allié qui peut nous servir à chasser l'oligarchie occidentale, mais ce n'est pas un allié sur lequel on devra se reposer par rapport aux aspirations africaines, parce que seule l'Afrique, d'accord, je précise, doit être maître de son destin. Donc on peut se servir d'alliés ponctuels, comme nous on le fait très clairement avec notre ONG, comme on l'a fait, mais qu'on soit très clair, ce n'est pas avec eux que l'on finira ce combat, il faut qu'on le finisse seul, et on est d'ailleurs de toute façon dans cette démarche, on aura l'occasion d'y revenir.